Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Devoir de mémoire. Ce soir, nous allons parler de la question relative à la rébellion qu'avait menée en 1978 le mouvement de libération du Congo, que l'on appelle communément le MLC. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le secrétaire général de ce même mouvement politique, qui s'appelle Monsieur François Mwamba, le secrétaire général, et je le répète, du MLC. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, c'est pour la deuxième fois, nous vous recevons une année après, sur ce plateau de Télé-Sud. Messieurs, nous allons revoir avec vous cette historique que nous avons essayé d'amorcer l'année passée, revoir et voir aussi dans quelle mesure vous êtes engagé dans la lutte de libération, avec comme conséquence aujourd'hui le leader de votre mouvement, de votre parti politique aujourd'hui, en prison à la CPI. Pour commencer, la rébellion de 98 avait-elle une raison? Absolument, absolument. Vous savez, nous faisons, nous, cadres dirigeants du MLC, tous, partie de cette génération qui, après avoir eu, j'allais presque dire, le privilège d'être formés, souvent à l'étranger, avons depuis plusieurs années constaté qu'il n'était pas normal qu'un pays comme le nôtre, béni des dieux, avec le potentiel que tout le monde connaît, je ne reviens pas là-dessus, puisse demeurer éternellement, potentiellement riche, d'une part. Et d'autre part, ces années-là, les années... La richesse du Congo, là, c'est pas sur papier tout ça, monsieur Mwamba? Oh non, parce non. Que la pauvreté que l'on voit dans votre pays, elle est tellement lamentable. Nous sommes dans le paradoxe. Mais je puis vous assurer... Et vous y en avez ajouté, hein, l'autre misère, en menant la guerre. Oh oui, tout à fait, mais je voudrais simplement pouvoir dire ceci. La République du Congo, du point de vue des ressources naturelles, est dotée comme rares les pays en sont dotés sur cette terre. C'est ça qui fait la convoitise. Le problème, effectivement, que vous soulignez et qui est réel, hein, c'est ce décalage qui dure depuis des décennies maintenant. Bientôt, nous allons célébrer notre 50e anniversaire de l'indépendance. Donc, il faut aussi cesser de ce côté-là de toujours dire c'est la faute des Blancs, c'est la faute des Congolais eux-mêmes. En effet, ce potentiel, jusque-là, nous, Congolais, nous, élites congolaises, toutes catégories confondues, n'avons pas été à même de pouvoir le transformer en richesse au bénéfice de la population. Et lorsque donc, finalement, le régime Mobutu est stoppé en 96-97 par cette guerre d'agression que tout le monde connaît et s'installe à Kinshasa l'AFDL, il y a une situation nouvelle qui aurait pu effectivement nous mobiliser tous dans le sens de tout le monde au travail pour un Congo nouveau. Pourquoi vous l'appelez guerre d'agression? Oui, parce que, de libération, parce que les autorités de l'AFDL... Libérer le Congolais de la dictature. Les autorités de l'AFDL, hélas, sont arrivées à Kinshasa par les armes et par la volonté d'un certain nombre de pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. Cela n'est pas discutable du point de vue de l'histoire de notre pays. Je voulais simplement répondre à votre question pour dire que lorsque nous sommes en 98, non seulement l'AFDL est installée, mais ce nouveau régime donne tous les signaux négatifs dans le sens de refuser les dialogues, de refuser de reconnaître que avant l'AFDL, il y avait le Zaïre et que le Zaïre, c'était des Congolais et que ces Congolais, c'est des gens qui ont mérité de pouvoir continuer à servir leur pays. Ce refus de dialogue et cette tendance de réinstaller la dictature dans le pays nous a donc conduit, nous, un certain nombre, comme je disais, de patriotes, à pouvoir effectivement considérer qu'il n'y avait pas d'autre manière de faire bouger les choses que de prendre les armes. En cela, et pour ce qui est de MLC, Jean-Pierre Bemba, en effet, a été le premier d'entre nous, à partir de 98, je vous ai entendu parler de 78, c'est de 98 à Kisangani, il a donc lancé le mouvement auquel nous tous, par la suite, nous avons adhéré en ce qui me concerne en 99. Il y avait des raisons, il fallait stopper la dictature. Il fallait stopper la dictature en faisant la guerre. Puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens, et en massacrant aussi les populations. Les dialogues... Monsieur François Mwamba, ne faisons pas la langue de bois. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le MLC a commis beaucoup de dégâts dans la région de l'Équateur? Si vous faites allusion à la situation de Jean-Pierre Bemba... Non, je fais allusion par rapport à la guerre. Hein. On ne parle pas de Jean-Pierre Bemba en tant que meneur du mouvement, mais nous parlons du MLC, l'engagement du MLC dans la rébellion. Vous reconnaissez que le MLC avait massacré comme les populations congolaises? Absolument pas.
Ah. Et du reste, il n'y a, au jour d'aujourd'hui, aucune démarche, d'aucune manière allant dans le sens de dire poursuivons les gens du MLC, poursuivons les dirigeants du MLC, ayant commis des exactions contre les populations pendant la guerre. Donc, je veux dire simplement que si on laisse de côté, c'est pour ça que je parlais des Jean-Pierre Bemba, l'histoire de Bangui et tout ça, etc. Non, on ne parle pas de Bangui ce soir. Considérant la manière dont nous avons mené les opérations en République démocratique du Congo, je puis vous l'assurer, puisque c'est vérifiable, les populations que nous avons administrées, notamment dans l'Équateur, notamment dans la partie ouest de la province orientale, ces gens-là sont vivants, ils sont là. Si vous allez en Ituri aujourd'hui, si vous allez à Badolite ou ailleurs, les gens vont vous dire que la manière dont les MLC a administré ces territoires a été exemplaire. Et du reste, les gens ne souhaitaient qu'une chose, que ce que nous faisions, nous donnions la capacité de pouvoir aller le faire à Kinshasa. Vous avez été accusé de cannibalisme, monsieur. Il avait été cité cette question du cannibalisme. Mais vous savez, dans les années, des accusations de cette manière, nous le connaissons et nous le vivons tous les jours. S'agissant de cette question du cannibalisme, comment ça s'est arrêté cette affaire? Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé tout simplement par la venue à Kinshasa de ceux. Non, absolument pas. Je parle de ceux dont on avait dit par ailleurs qu'ils avaient été mangés, c'est-à-dire des pygmées, qui sont venus témoigner en disant, voilà, on a dit comment manger, je suis là. Et donc, à partir de ce moment-là... Ils sont venus témoigner auprès de qui, M. Mamba? Ils sont venus à Kinshasa et sous forme d'une conférence qui a été de presse, qui a été tenue à l'hôtel Intercontinental, devant l'opinion. Organisé par le gouvernement congolais de l'époque ou par puisque nous étions, les organisations internationales qui voulaient... Nous étions soupçonnés, nous, dirigeants du MLC, avions été soupçonnés d'avoir pu commettre ce type de crime. Hein. C'est donc nous-mêmes, après avoir enquêté, qui avions eu la possibilité d'identifier toutes ces personnes, puisqu'elles étaient vivantes, et que donc, par conséquent, on leur a donné la possibilité de venir eux-mêmes, pas nous, mais eux-mêmes, se présenter devant l'opinion, et c'est ainsi que cette rumeur a été stoppée. D'accord. En 1982, vous menez cette rébellion, M. Mwamba, et puis à l'issue de cette rébellion, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, parce que finalement, il y a eu coalition de tous les belligérants, que certains appellent des... Heureusement, parce que la guerre n'était pas une fin en soi. C'était un moyen de pression pour obtenir un résultat favorable au plus grand nombre, c'est-à-dire à la population congolaise. Il fallait que la dictature s'arrête. Il fallait que des personnes qui avaient la capacité et la volonté de servir le pays, nous en étions, aient la possibilité, à partir de Kinshasa, de pouvoir le faire. Par conséquent, à la toute première occasion du dialogue, je parlais de l'absence de dialogue tout à l'heure, mais dès que cela est devenu possible, notamment en fin 98, début 99, dans le processus qu'on a appelé le Lusaka, le MLC a été l'un de ceux qui ont poussé absolument à ce qu'un accord puisse intervenir. Et du reste, notre vision était à ce point claire que nous avions lutté pour que soit associé à ce processus, outre les belligérants, bien entendu, la société civile et ce qu'on appelle chez nous l'opposition politique. Ces gens-là étaient bloqués à Kinshasa par le régime AFDL. Le président Laurent Désiré Kabila ne souhaitait pas le voir se mêler de ce dialogue, mais puisque nous pensions que pour que nous puissions bâtir dans la durée, il fallait absolument que la société civile congolaise et l'opposition politique puissent y être associées. C'est, j'allais presque dire, tout à notre honneur, puisque finalement, c'est grâce à ce combat, appuyé d'ailleurs par le RCD à l'époque, qui était l'autre mouvement insurrectionnel, que nous sommes arrivés donc à cette transition apaisée qui nous a conduit aux élections en 2006. Est-ce que le MLC avait-il demandé pardon au peuple congolais pour toutes les atrocités commises, notamment vos acquaintances avec le Rwanda et l'Ouganda? Le peuple congolais n'est pas d'accord avec vous sur cette question-là. Vous savez, nous ne sommes pas Mazo. Si, j'allais presque dire par impossible, il advenait que ça ou là, en dehors de notre volonté, nous ayons pu
commettre des choses répréhensibles ou qui ne sont pas favorables à la population. Même ici, monsieur, même ici, en ce moment et maintenant, j'ai dit pardon, mais il faut pas dire pardon pour dire pardon. Ah, parce que vous reconnaissez votre faute. Non, mais c'est bien, c'est là où je vais en venir. J'ai dit s'il y avait des choses inconnues de nous, non, mais alors crimes, pardon, mais je ne connais aucun fait, je n'ai aucun fait, en dehors des opérations militaires menées en bonne et due forme. Les troupes du MLC étaient des troupes qualifiées de conventionnelles. Et composées de troupes de la DSP de Mobutu, que vous avez renflouées dans vos lieux. Vous savez, à vous entendre, on croirait que la DSP, c'est quelque chose de diabolique et tout ça, etc. Vous savez, vous reconnaissez dans votre mouvement. C'est une époque de grandeur, l'époque de la DSP. Nous avions une armée au Zaïre. On nous respectait. Beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, ce pillage de richesses par les voisins, ces incursions d'autres voisins dans le sud et ailleurs et tout ça, etc., ne se seraient pas présentées à l'époque de la DSP. Donc, je vais dire que n'allons tout de même pas considérer que le fait de travailler avec des anciens militaires, par ailleurs formés, c'est la seule catégorie de militaires qui ait été réellement formés. La plupart de ceux qu'on appelle généraux aujourd'hui dans notre pays, outre ce que Mobutu avait formé, c'est des gens, je veux dire, qui ont été formés sur l'État et on voit le résultat aujourd'hui du point de vue de la discipline et de l'efficacité au combat. Il est reconnu aussi par rapport à l'El-Barbarie. On sait comment la DSP opérait. Alors, peut-être qu'on mélange là les époques. Non, parce que alors, si c'est de 98 à 2003, ce que vous dites dans le champ contrôlé par les MLC, ça ne s'est jamais produit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les troupes du MLC n'ont jamais pillé, tué pour tuer ou violé là où nous contrôlions. Ça, je mets au défi qui que ce soit de pouvoir en faire la démonstration et d'amener le moindre élément probant de ce point de vue. Par contre, les populations dans cette région-là, à laquelle vous faites allusion, se plaignaient de la présence du MLC. Non, pas du tout. À moins que ça soit alors des idées reçues. Je vous le répète, ces populations, elles sont là encore aujourd'hui. Vous savez que là, je suis dans vos studios. Ça fait 15 jours que j'ai quitté le pays, mais j'ai quitté le pays en étant allé en Mbandaka. Oui, maintenant la région est presque pacifiée, à moitié, parce qu'il y a toujours nous parlions des populations, n'est-ce pas? Non, je parle de l'époque. J'ai été accueilli avec ma délégation, la délégation du MLC que j'ai conduite là-bas, a été accueillie par plus d'1 million de personnes. Et je vous parle de l'Équateur, je vous parle donc des zones que, éventuellement, Monsieur François Mbamba, vous seriez tenté de croire qu'il y a là-bas de l'animosité contre notre parti. Qui représentait pour vous Museveni? Le président Museveni a été celui qui, en effet, a donné l'appui logistique, l'appui diplomatique à Monsieur Jean-Pierre Bemba pour lui permettre de monter l'organisation qui donnera naissance à ce qui est devenu aujourd'hui le MLC. Ce lien personnel entre le président Museveni et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, est effectivement quelque chose qui nous a permis de nous structurer. Vous aurez constaté que je prends beaucoup de précautions pour indiquer le champ d'intervention de M. Museveni, qui n'a jamais régenté le MLC en tant que tel. Parce qu'il a tiré profit aussi en le faisant, en aidant Jean-Pierre Bemba. C'est du donnant-donnant. Oui, de toute façon, vous avez donné en retour de toute façon, nous avions face à nous un pouvoir installé à Kinshasa et soutenu, rappelons-nous de ce qui s'est passé à cette époque, par une multitude d'États, notamment les États membres de la SADC, et qu'on ne pouvait pas imaginer que, s'agissant de défier une telle coalition, nous pensions pouvoir y parvenir sans aucune aide extérieure. Donc c'était nécessaire. M. Museveni l'a fait dans les conditions où il les a faites. Je répète, il n'y a jamais eu entre
le président Museveni et la structure MLC un accord quelconque ou des arrangements de quelque nature que ce soit. Et du reste, lorsque nous arrivons à Kinshasa en 2003, tout le monde a pu vérifier que derrière nous, il n'y avait aucun engagement qui ait pu permettre, par exemple, à l'Ouganda ou à M. Museveni de pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Nous comprenons que l'accord a été entre deux personnes, Museveni et Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce que, en retour, vous êtes secrétaire général du parti, vous devez le savoir, parce que vous avez été aussi dans la rébellion pendant ces temps-là, non? Et qu'est-ce que Museveni pouvait attendre de Jean-Pierre Bemba à cette époque, en lui donnant tous les moyens qu'il fallait pour mener la guerre? Deux choses. La première, et qui a d'ailleurs était la justification de la guerre d'agression de 96-97. Il avait, semble-t-il, été démontré qu'il y avait un lien entre le régime Mobutu et ce qu'on a appelé à l'époque les Interamwe, aujourd'hui on les appelle les FDLR. Le propos de M. Museveni, le propos du président Kagame, était de dire ce lien est inadmissible, et puisqu'il en est ainsi, nous allons attaquer, et ils l'ont fait, la République démocratique du Congo. Il fallait bien que des Congolais soient partie prenante, et je pense donc à Laurent Désiré Kabila, l'ancien président. Chemin faisant, il y a eu des divergences d'analyse et de comportement entre le président Kabila, Laurent Désiré, et la partie des alliés de l'Est, notamment ce qui concerne l'Ouganda, puisque c'est de l'Ouganda dont nous parlons. Là-dessus vient un jeune homme qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, avec une vision et une façon de procéder, lorsqu'il s'en est expliqué devant le président Museveni, lorsque l'occasion lui a été donnée. Et donc, en ce moment-là, le président Museveni, c'est la première raison donc, a considéré qu'au lieu de poursuivre avec Laurent Désiré Kabila, il était bon d'intéresser des jeunes avec une vision telle que Jean-Pierre Bemba. La seconde raison, c'est que M. Museveni est un panafricaniste. C'est quelqu'un qui, effectivement, souhaite, aujourd'hui encore, voir de routes qui partent d'Entebbe et qui se terminent à Lubumbashi. Et que donc, du point de vue des intérêts des États, du point de vue de la nécessaire intégration et coopération au niveau des États africains, là aussi, effectivement, il a vu à M. Bemba un élément donc, qui aurait pu favoriser cela. Pourquoi est-ce que Museveni l'avait lâché, finalement? Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, de la démarche. Ah non, lorsque nous signons Lusaka, c'est-à-dire la fin de la guerre et les débuts de la transition, je me suis moi-même rendu à Kampala. Donc, M. Museveni ne nous a jamais lâchés au sens où vous l'entendez. Politiquement parlant, vous avez été lâché parce que... Ah non, pas du tout. Pas dans ce sens-là. Mais je vais dire que cette démarche s'est arrêtée naturellement avec l'accord qui a été signé à Sun City. Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher en Centrafrique finalement? Alors, l'épisode centrafricain est quelque chose, effectivement, en marge de la situation générale par rapport à la guerre, de la manière dont les choses se passaient. Et donc, je me félicite que vous m'ayez donné l'occasion de pouvoir clarifier cela. En ce qui concerne la Centrafrique était dans notre dos. Badolite, Guéméda, tout ça, etc. Si vous traversez le fleuve, de l'autre côté, c'est la République centrafricaine. Quand vous faites la guerre, vous devez vous intéresser à ce qui se passe dans votre dos. Et donc, il y avait une alliance objective entre le président Patassé et le président Bemba, de non-agression, en dépit du fait que, par ailleurs, la République centrafricaine, déjà à cette époque-là, entretenait des rapports normaux, diplomatiques normaux, avec Kinshasa. Lorsque le président Patassé, président élu, doit faire face à une rébellion conduite par l'actuel président de la République centrafricaine, M. François Bozizé, il fait appel à celui qui est en face de lui, qui a une puissance militaire. Vous savez, quand je dis puissance militaire, toute chose restant égale par ailleurs,
nous avions 20 000 garçons, et de l'autre côté, il n'y en avait que 3 000. Il n'y en avait que 3 000. Et que donc, c'est sur cette base-là, appuyée d'ailleurs par des demandes d'autres chefs d'État, que le président Jean-Pierre Bemba acceptera d'aller. Alors bon, tout ne s'est pas bien passé. Tout ne s'est pas passé aussi bien que ça se passait sur les territoires congolais. Je ne suis pas ici pour nier cela. Mais toujours est-il que lorsque Jean-Pierre Bemba a su que, à l'occasion de cette opération, il y a eu des problèmes du type crime de guerre, crime contre l'humanité tel que c'est qualifié aujourd'hui, il a pris langue avec toutes les autorités censées être informées de la situation, en ce y compris M. Kofi Annan, qui avait un représentant spécial à Bangui. Il y a des lettres, des échanges de correspondance à ce sujet, pour savoir exactement qu'est-ce qui avait pu se passer dès lors que lui-même n'était pas sur le terrain, il n'était même pas au Congo, puisqu'il était avec nous en Afrique du Sud à cette époque-là. Voilà donc le contexte, et donc à partir de ce moment-là, des enquêtes ont été menées, des personnes isolées, c'est vrai, ont été appréhendées, jugées et punies. Et donc on est aujourd'hui dans un processus que nous qualifions de politique, puisque c'est comme si, effectivement, ce processus qui a consisté à enquêter, à identifier des coupables et à les punir, était battu en brèche pour que ça soit la CPI qui s'en occupe. Bon, on est dans ce processus maintenant. Donc pour vous, Jean-Pierre Bemba n'y est pour rien. Les choses sont claires, c'est de la politique et non pas de la justice. Pour rien, il n'a pas donné les ordres pour massacrer les populations centrafricaines. C'est très clair. Alors, actuellement, vous êtes sénateur, monsieur François Mwamba. Député. Ah, député voilà, excusez-moi pour le lapsus. Vous êtes député national, vous siégez quand même, vous êtes au Parlement. Je vais poser quand même une question qui a fait beaucoup de bruit ici, dans la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui a fait l'éviction de l'ancien président du Parlement? Vous savez, l'ancien président du Parlement, Vital Kamerhe, était secrétaire général du PPRD, c'est-à-dire un des tout proches collaborateurs du chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Je ne peux pas prétendre tout savoir en ce qui concerne ce qui a pu. Oui, mais il aurait déclaré qu'il ne savait pas les séparer. Mais ce que je sais, ce que je sais d'une manière précise, c'est qu'à l'occasion de retrouvailles entre le président de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda, par rapport à la rébellion conduite par Laurent Nkunda, d'une part, et la présence de Interamwe qu'on appelle aujourd'hui les FDLR, à l'occasion de ces retrouvailles, les conditions dans lesquelles un certain accord a pu être conclu entre les deux chefs d'État, il y a eu, en effet, un différend entre la position, non pas de M. Kamerhe seul, puisqu'il y a eu une résolution, il y a eu à ce propos une résolution de l'Assemblée nationale dont je me sens entièrement partie prenante. Donc ce que nous avions simplement demandé, c'est que pour qu'il y ait des accords de cette nature qui débouchent sur la traversée de troupes rwandaises au grand jour, pour revenir au Congo alors qu'on sait qu'on est dans la sortie, effectivement, dans la période post-conflit, et Dieu sait quel était le rôle de la République rwandaise dans cette période de triste mémoire, ce que nous demandions au Parlement, c'était d'en connaître les termes. On a pu nous dire, tout ne peut pas se discuter dans la rue, mais le Parlement n'est pas la rue. Nous sommes des représentants du peuple. Si on doit signer des accords, c'est le gouvernement qui signe, bien entendu, c'est le gouvernement qui négocie, bien entendu, mais pour que ça puisse engager la nation, il nous semblait parfaitement normal et indiqué que les représentants de la population puissent en être informés. D'accord. Alors, le président Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a eu le discours qu'il a eu, a utilisé les termes qui sont les siens, mais je vous parle... Quels sont ces termes ? Ça n'engage que lui, donc je pense qu'à l'occasion, s'il passait devant cette émission, vous auriez l'occasion de lui poser la question, mais ce que je vais dire simplement, c'est que sur le fond de la question, aujourd'hui encore, je partage totalement le point de vue qui consiste à dire, pour bâtir la paix, la vraie, avec un caractère durable, débouchant sur une coopération nécessaire. Nous sommes des voisins définitifs avec le Rwanda, nous sommes des voisins définitifs avec l'Ouganda et tous les autres, pour qu'il en soit ainsi. Et l'histoire
nous enseigne, par exemple en ce qui concerne la France et l'Allemagne, que à un moment donné, effectivement, ils s'affrontaient et qu'aujourd'hui, ils peuvent traverser des décennies sans que des conflits renaissent. Pour faire cela, il ne faut pas en faire une affaire d'individus, il faut que ça soit une affaire réellement des nations, et les nations sont représentées jusqu'à plus ample informé par notamment les députés que nous sommes, et donc cette revendication, elle demeure. Du reste, si on voit les résultats auxquels cet accord a conduit, après les opérations mixtes, aujourd'hui, tout le mal est au Congo. Les FDLR ont été éparpillés à l'intérieur des territoires congolais, éloignés, certes, de la frontière rwandaise, mais tous les bénéfices, c'est pour le Rwanda, tant mieux. Mais tous les problèmes sont au Congo encore aujourd'hui, puisque les troupes ainsi éparpillées continuent à violer, à tuer et à empêcher de paisibles citoyens ça sera donc congolais la dernière question, M. François Mwamba, parce qu'on est à la fin de l'émission, ça ne dure que 25 minutes. Quels sont les conseils que vous donnez à la diaspora congolaise qui n'est pas contente de vous? Je veux dire du gouvernement, du Parlement, et je ne sais même pas, il se pose la question, qui incarne aujourd'hui l'opposition au sein de ce Parlement-là? L'opposition, la diaspora congolaise n'est pas contente de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Quelle est votre réaction? De deux ordres, très rapidement. Oui. Premièrement, François Mwamba François Mwamba était membre de cette diaspora. Comment, oui, mais je parle d'abord de la diaspora puisqu'elle est mécontente. Ouais. À mon époque, non seulement nous militions, non seulement nous avions des idées, mais à la première occasion, nous sommes allés sur le terrain pour faire en sorte que ça change. Donc ma première réaction, c'est que venez nous rejoindre sur terrain. Plus nombreux nous serons à vouloir le changement réel dans le pays, mieux, je pense, nous pourrons obtenir ces résultats. La seconde réaction est que effectivement il y a des problèmes, y compris au sein du Parlement. Il n'échappe à personne aujourd'hui que la corruption a atteint à la fois de proportions incommensurables, mais également d'une manière spatiale toutes les sphères du pouvoir en République démocratique du Congo. Ce seul fait-là, la corruption, crée les conditions, effectivement, dont je peux comprendre que des gens qui sont mes compatriotes, qui voient ça de l'extérieur, ils se disent ce n'est pas possible. Il paraît même que la corruption a atteint même les moustiques dans ce pays-là, Congo. N'est-ce pas? Alors, c'est la fin de cette émission. Je vais remercier M. François Mwamba. Mais quel est votre vœu? Mon vœu, c'est que le plus rapidement possible, nous puissions, nous Congolais, une bonne fois pour toutes, nous donner la capacité de pouvoir nous rassembler autour d'un dessein, pas d'un individu, pas d'un homme, d'une vision. Et très rapidement créer les conditions pour que ce qu'on appelle le potentiel du devienne des richesses profitables à nos populations en termes d'école, en termes de santé, en termes d'infrastructures. C'est possible. Nous pouvons le faire. À condition, bien entendu, que les uns et les autres, ceux qui sont au pouvoir dans l'opposition ou ailleurs, nous puissions avoir ce sursaut patriotique qui fasse que nous puissions nous dépasser et ne regarder que l'intérêt général. Je répète, c'est possible. Merci, M. François Mwamba, pour être passé à cette émission, le devoir de mémoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à la fois prochaine pour une autre édition. Merci.